Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 5e émission d'Histo BD, une collaboration entre le podcast Quoi de neuf en histoire et la librairie Bulle en tête, rue de Vaugirard, Paris 15e. Cette émission est enregistrée en public le 24 mai 2025 et sera diffusée ensuite sur les plateformes d'écoute de podcast. Je suis Hassan Moubarak et je vous remercie d'être là. Nous allons parler aujourd'hui d'un album qui s'intitule Moi, Jules César, qui est paru aux éditions Alary, avec Alfred de Montesquieu au scénario, Neville au dessin et Véran Otero à la couleur. Je reçois pour cela Alfred de Montesquieu, donc le scénariste. Bonjour. Bonjour Hassan. Alfred, tu es journaliste, tu as été lauréat du prix Albert Londres pour la presse écrite en 2012. Tu es également romancier et réalisateur, notamment d'une série documentaire pour Canal+, qui s'intitule Jules, 10 épisodes de 26 minutes qui sont disponibles sur la plateforme MyCanal, et dans laquelle tu racontes le destin de Jules César à la première personne, qui est donc un peu le pendant audiovisuel de cet album. Ma première question, c'est justement sur la rencontre avec Jules César. On va parler du projet ensuite. Dans quelles circonstances tu l'as rencontré ? Qu'est-ce qui t'a intéressé chez le personnage ? Merci, c'est une bonne question. Tu l'as dit, à la base, je suis reporter. J'étais reporter de guerre. J'étais vraiment essentiellement au Moyen-Orient. Et ça m'a frappé pendant longtemps. Ce qui m'a frappé souvent, c'est la présence romaine, gréco-romaine, mais romaine principalement, au Moyen-Orient. Il y a des sites au Liban que tu connais, et puis encore plus en Syrie, enfin à Pamé, des endroits comme ça. Et je trouverais assez frappant de se dire que pour les Romains, la mer Méditerranée, Mare Nostrum, était un trait d'union. C'était pas un fossé qui divisait 3 continents, enfin l'Afrique, l'Europe, l'Asie. C'était au contraire un trait d'union. Ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de la culture romaine, le gréco-romaine, mais essentiellement romaine, à cheval sur l'Afrique du Nord. Par exemple, quand j'étais en Libye, pendant la guerre en Libye, la chute de Kadhafi, il y a des temples et surtout des théâtres romains extraordinaires sur la côte libyenne. Quand j'ai vécu en Algérie, même chose, à Tipaza et tout ça. Enfin, on se rend compte que le monde à l'époque était d'une certaine manière moins divisé que maintenant. Et le personnage qui était le plus voyageur et le plus... qui était vraiment, à sa manière, un humaniste et un voyageur, c'est César. Qui était complètement, pour prendre un terme anglais, colorblind. C'est-à-dire qu'il ne voyait pas la couleur de peau des gens. C'est pas quelque chose que César avait intégré. Et il était beaucoup plus proche d'un Libyen ou d'un Turc actuel ou d'un Libanais ou d'un Hébreu, d'un Juif ou d'un Marocain, par exemple, ou d'ailleurs d'un Européen, d'un Gaulois, que d'un ennemi politique chez lui. Et je trouvais ça assez intéressant de voir que son monde n'est pas notre monde, même si il a créé le nôtre. Comment s'est construit le projet ? Vous avez eu d'emblée l'idée de faire un album et une série, ou est-ce que c'est l'éditeur ou la télé qui vous a dit faites les deux ? Alors, moi j'aime beaucoup, je fais des documentaires depuis une dizaine d'années, j'aime beaucoup poursuivre un travail documentaire par un livre, parce que la télé peut pas tout dire. Donc par exemple, j'avais fait La Route de la Soie pour Arte, j'avais fait une série sur la Route de la Soie que j'avais prolongée d'un livre. Et j'aime beaucoup faire ça. Donc c'est un peu mon idée. Après, dans le cas de Jules, je me suis dit qu'un livre n'aurait pas beaucoup d'intérêt, notamment parce que je m'appuyais moi beaucoup sur les meilleurs historiens, sur César, et qui eux-mêmes avaient déjà écrit des biographies. Donc je n'allais pas concurrencer des historiens qui sont des docteurs en histoire, profs d'histoire latine, d'histoire romaine dans les facs en France ou ailleurs, et qui consacrent leur vie à ça. Et alors que je me disais que la BD, il y a 2 choses qui sont intéressantes. Déjà, j'avais envie d'en faire, mais il y a 2 choses. D'abord, il y a un aspect vulgarisation, c'est-à-dire qu'on parle à un public plus large. Et deuxièmement, on n'est pas obligé de... En fait, il y a beaucoup de partis pris. La vie de César, il y a des choses qu'on sait, d'ailleurs, c'est factuel. Et puis, il y a des choses qu'on ne sait pas, et il y a des choses sur lesquelles les sources de l'époque sont contradictoires. Donc, il y a un parti pris narratif. Et je trouvais plus intéressant de m'engouffrer dans ce parti pris narratif, dans ce choix narratif, à travers une BD. Et par ailleurs, en fait, le lien avec le travail documentaire et filmique est plus proche. Puisqu'en fait, dans une BD, notamment dans celle-ci, dans Moi, Jules César, c'est quand même très découpé visuellement. Et c'est pas anodin, je tiens à le dire dès le début, Neville, le dessinateur, il est aussi, et peut-être même avant tout, storyboarder. Et j'ai travaillé avec lui comme storyboarder des animations qui ont servi au documentaire. Donc j'ai travaillé avec lui 2 ans en amont de la BD. Donc il y a vraiment un lien organique entre les deux quand même. Et dans les choix narratifs que tu as fait, il y a le titre déjà, le Moi Jules César. Tu fais parler Jules César à la première personne. La couverture, on voit un Jules César adolescent, jeune adulte, qui est en cours de formation militaire, alors qu'on aurait peut-être pu s'attendre à le voir en général ou en homme politique, un sénateur. Pourquoi tu le fais parler à la première personne ?
Alors, je le fais parler à la première personne déjà dans le documentaire, donc qui s'appelle Jules. Donc il commence, c'est le fantôme de César qui parle et dit « Je suis né dans le sang et les larmes ». C'est Roche Dizem qui joue César dans le documentaire, qui est un docu-fiction. Et donc ce principe du fantôme de César qui raconte sa propre vie, on l'a dans le documentaire et dans le livre. Et donc, pour la même raison, et après je parlerai des différences, mais en fait, la statue, si on veut, le côté césaro-papiste, le grand homme un peu poussiéreux des livres d'histoire, m'intéressait pas énormément. Moi, ce qui m'intéressait, c'est le héros, vraiment. Alors, par moments, c'est un salaud, mais le héros au sens romanesque du terme, c'est un personnage stendhalien, si on veut. Il est pauvre, malade, malingre, orphelin, détesté par l'establishment, on pourrait dire la bourgeoisie, les optimates, les optimates. Il y a un dictateur, plus ou moins, enfin, en anachronisme d'extrême droite, qui arrive au pouvoir, qui est celui-là, et qui lui dit soit tu me rallies, soit tu rallies ma cause, soit je te brise. Et César, du haut de ses 17 ans, alors qu'il est rien, il est personne, il a la force de caractère de dire bah non. Et je trouvais, voilà. Donc en fait, ce qui m'intéressait, moi, c'est de raconter le véritable personnage, romanesque et aventureux, et courageux, et chanceux, avec évidemment ses défauts. Je suis pas amoureux de César. Mais ce personnage-là me paraissait extraordinairement intéressant. Beaucoup plus que... Alors, les deux écueils, c'est d'un côté l'espèce de statue, ce que j'appelle césaropapiste, l'homme des cours d'histoire, et de l'autre, évidemment, c'est le César de Astérix et Obélix, qui est génial, on va pas le critiquer. Mais entre les deux, en fait, il y a l'homme réel, et c'est celui-là qui m'intéressait. En parlant des sources, donc j'ai deux questions. La première, c'est que pour faire ce travail, le dossier de presse précise que tu as mené l'enquête pendant 3 ans, que tu as rencontré 32 historiens spécialisés. Même plus, beaucoup plus. Peut-être plus. Ouais. Et puis, dans le livre, il y a un appareil documentaire de 300 notes à la fin qui vraiment redonne toutes les références. Je t'interromps, l'éditeur en avait marre. En fait, j'avais le triple de notes. D'accord. Il a fallu les réduire. Déjà, c'est assez long à lire comme ça. Mais c'était important pour toi de les rencontrer, ces historiens? Parce que oui. C'était plus simple que de lire leur production, peut-être? Ou est-ce qu'ils t'ont dit justement des choses qu'on n'écrit peut-être pas sur la personnalité de Jules César? Moi, en fait, tu l'as dit, je ne suis pas historien, donc j'ai mené une enquête. Alors, évidemment, Hérodote, la première histoire veut dire enquête. Donc, quelque part, si on remonte à la confluence, l'historien et l'enquêteur, le journaliste, ont quand même une démarche commune, une genèse commune, on pourrait dire. Mais moi, je traite César comme un journaliste enquêteur. C'est-à-dire, en fait, je lis tout ce que je peux sur lui et je vais parler aux témoins oculaires. Alors, évidemment, il n'y en a pas, mais il y a les sources des témoins oculaires qui ont écrit. Et ça, il y en a. Déjà, il y a César lui-même, qui est un témoin oculaire. Alors, il peut mentir, mais il écrit la guerre des Gaules, il écrit la guerre civile, il écrit des Bellum Africa, Hispania. Alors, Hispania, c'est des continuateurs, mais il écrit. Et puis, il y a des témoins oculaires qui écrivent. Alors, il y a Sinus Polion. Alors, Cicéron, c'est un témoin fondamental. Il est polygraphe, il écrit 3 lettres par jour. Et qui est contemporain de César, je précise. Complètement contemporain. Il a quelques années de plus que César, je crois 2 ou 3 ans de plus que César. Il lui a probablement sauvé la vie à un moment, au moment des Catilinaires. Il lui a même certainement, il le dit, enfin César lui-même le dit, Suétone le dit. Et puis, il est génial, c'est qu'il écrit 3 lettres par jour, parfois, Cicéron. Et on a gardé les lettres. Et donc, parfois, il écrit une lettre le matin en disant « j'ai dit ça ». Après, il écrit une deuxième lettre l'après-midi en disant « j'ai dit ceci à un tel, mais sache que j'ai menti ». Dans ma lettre de ce matin. Et puis après, il écrit une 3e lettre le soir en disant « ouais, bon, c'est mi-figue, mi-raisin voilà. ». Et donc parfois, notamment sur des périodes clés comme janvier 49, c'est-à-dire le 10 janvier 49, le franchissement du Rubicon, dans les jours qui suivent, entre le franchissement du Rubicon et la chute de Rome, parfois c'est quand même génial, quoi. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, on est il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, on peut savoir presque heure par heure, en tout cas à la demi-journée près, la situation militaire et on pourrait dire le sondage d'opinion de l'establishment romain. C'est quand même complètement dingue. Donc voilà, moi, je me suis appuyé là-dessus en tant que journaliste. Et je me suis rendu compte, pour répondre à ta question, que, je sais pas, il y a des milliers de livres sur César, presque autant que sur Napoléon. Et en fait, très vite, avec tout le respect que j'ai pour les grands historiens, ça tourne un petit peu en rond. C'est-à-dire que c'est quand même beaucoup de l'analyse. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était plus intéressant de retourner aux textes primaires. Et les textes primaires, il y en a 10, 15 livres. Donc en fait, j'ai tout lu. Vraiment, je le dis sans aucune immodestie. Aucune modestie non plus d'ailleurs. J'ai tout lu sur César de l'époque. C'est-à-dire, j'ai lu... et c'est pas énorme en fait. Ça paraît waouh, mais bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai lu tout Suétone, tout Plutarque, tous les fragments de César qui existent. Il y a une collection bouquins, ça fait 500 pages. Mais il y a tout. Il y a une étude critique géniale.
toutes les œuvres de César. Et puis après, il y a Nicolas de Damas, il y en a quelques autres comme ça, c'est des fragments. Mais ça, une fois que vous avez lu tout ça, vous avez le même matériau de base, narratif, en fait, que les plus grands historiens, quoi. Et donc moi, j'ai lu ça, et ensuite, je les ai interviewés. Je suis allé les interviewer un peu partout dans le monde. Pour, en fait, la série documentaire. C'est là l'intérêt, en fait. C'est que jamais un éditeur n'aurait pu me payer 3 ans d'enquête pour faire une BD. Même si Harry est très généreux. Bon, voilà. Alors que la télé peut vous permettre ça. Et donc, du coup, ça m'a permis de rencontrer les plus grands spécialistes. Christophe Badel, qui est mon conseiller historique. Luciano Canfora, qui est le plus grand césariste encore en vie en Italie, etc., etc. Et aussi, ce que j'appelle, moi, les régionaux de l'étape. C'est-à-dire, alors, soit les petits historiens, mais très, 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 très spécialistes d'un truc. Donc, par exemple, il y a des Albanais qui sont ultra spécialisés de la bataille de Dyrrhachium, qui est à côté de Durrës, aujourd'hui en Albanie, Durazzo à l'époque italienne. C'est la bataille la plus importante de la vie de César. Hein. C'est la seule vraie défaite de César. Et donc, personne n'y connaît rien. Ça se passe en Albanie. Mais en fait, eux, ils sont spécialistes, quoi. Donc, ils ont fouillé. Et les archéologues. Et les archéologues, ils sont pas commodes. Il faut pas leur raconter des fariboles. C'est des scientifiques. Ils élucubrent pas, mais ils vous apportent énormément. Et dernière chose, et ça, c'est vraiment le luxe du documentaire et qui nourrit en fait la BD, c'est que du coup, c'est ce qui fait un peu la différence, je pense. Mon équipe et moi, on est les seuls à être allés, et là vraiment, c'est catégorique ce que je vous dis, les seuls à être allés partout où César est allé. César a voyagé dans 16 pays, bon, 17-18 si on ajoute le Liban, Syrie. Alors, pour ce tournage-là, même si j'y ai vécu, on n'y est pas allé, parce qu'on ne sait pas où il est passé. On sait juste qu'il est allé d'Égypte en Turquie. Donc bon, une fois qu'on a dit ça, il a fait un édit à Tyr, à Sour. C'est un édit très important pour le peuple juif, d'ailleurs, parce qu'en fait, c'est dans l'édit de Tyr qui donne des libertés fiscales et des facilités vers la citoyenneté pour les Hébreux, en remerciement de leur aide pendant la guerre du Nil, d'Alexandrie. Pour la petite histoire, il est sauvé à Alexandrie, pendant la bataille d'Alexandrie, par le père de Hérode le Grand. Donc le Hérode de Jésus, en fait, est roi parce que son père était un général Antipater, qui a sauvé César. Vraiment sauvé. Alors, vous me posez la question, je fais des longs méandres, des longs détours. Les historiens, pourquoi ? Parce que, par exemple, Canfora, il a passé sa vie entière à étudier ça. Il a écrit un livre qui s'appelle « César, le dictateur démocrate ». C'est le plus grand biographe de l'ancienne génération, disons. C'est un monsieur de 90 ans. Mais bon, évidemment, c'est des gens qui ont une intimité avec non seulement le texte de César que moi j'ai pu lire, mais même c'est des gens qui ont consacré 60 ans de leur vie à faire des études latines, 70 ans, quoi, 75 ans. Et donc, quand Canfora écrit un chapitre de sa biographie qui fait autorité, qui s'appelle « César sauvé par les Juifs » et qui vous montre qu'en fait la bataille du Nil est une bataille perdue, qui est sauvée par Antipater et tout ça, évidemment, ça me donne moi une autorité que je n'aurais pas tout seul dressée sur mes ergots face à... vous imaginez le nombre d'historiens d'études latines qu'il y a en France et en Europe, quoi. Donc les historiens ont cet intérêt-là. Enfin, la rencontre avec les historiens, plus que leurs livres. C'est-à-dire que ça permet d'étayer des choix, des partis pris. Deuxième intérêt, c'est qu'effectivement, il y a une énorme marge d'interprétation. Énorme. Et ce qui est intéressant pour moi, notamment quand je fais des choix narratifs et qui viennent dans cette BD, c'est cette marge d'interprétation. Le meilleur exemple... c'est Servilia. Je ne sais pas si vous avez lu ou pas encore la BD, ou si vous allez le faire, je vous la recommande. Donc César, vous savez, il y a cette blague sur César, on dit l'amant de toutes les femmes et le mari et l'épouse de tous les maris, parce que bon, il était bisexuel. Et notamment, il était hypersexuel. Et on lui prête des aventures avec à peu près toutes les femmes de l'aristocratie romaine, notamment les femmes de ses alliés de l'époque, qui sont Pompée et Crassus. Donc voilà. Et la moitié des princesses d'Afrique du Nord et d'Asie, évidemment, à commencer par Cléopâtre, mais pas que. Mais parmi tout ça, en fait, il a une maîtresse qui est une femme fondamentale dans sa vie, qui s'appelle Servilia. Servilia, c'est la mère de Brutus, dont César n'a jamais douté qu'il était son fils, même si l'historiographie moderne dit oui, c'était pas son fils et tout. Les historiens modernes peuvent dire ce qu'ils veulent. En fait, il n'y a pas d'autre source que Suétone et Plutarque sur la question. Suétone dit il considérait que c'était son fils, et Plutarque, dans la vie de César, dit toute sa vie il a considéré que c'était son fils, et dans la vie de Brutus, dit Brutus était le fils de César. Donc les historiens actuels peuvent avoir une analyse, une analyse du métatexte.
Le fait est que les sources antiques elles sont catégoriques. Bon, bref. Et ce qui est intéressant avec Servilia, c'est que on peut regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et si on regarde le verre à moitié vide, c'est une maîtresse parmi d'autres, qui a eu un rôle important, mais voilà. Et c'est notamment la lecture qui a prévalu longtemps en France, en Europe. Mais en fait, c'est quand même une forme de, pour prendre un terme un peu à la mode, mais une forme d'invisibilisation. Il y a une invisibilisation en fait de cette femme par beaucoup d'historiens pour des questions de misogynie, de machisme, si on veut, à l'époque des Romains d'une part, et puis dans l'historiographie du 19e et du 20e siècle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde le verre à moitié plein, en fait, elle a un rôle fondamental dans la vie de César. C'est probablement son premier amour vers 13-14 ans, c'est la mère donc de son fils, c'est aussi la sœur de son pire ennemi, qui est Caton, qui n'est pas Pompée, contrairement à ce qu'on pense. Et elle est avec lui toute sa vie, et c'est aussi la belle-mère de Lépide, qui est son alliée à la fin de sa vie, et chez qui il dîne le fameux 14 mars au soir, qui est donc le récit 4 de notre BD. Donc l'intérêt de rencontrer des historiens, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des choses qu'ils pensent, mais qu'ils ne peuvent pas vraiment écrire. Parce que c'est pas assez sérieux, il n'y a pas assez de preuves. Mais par contre, nous, dans une BD, on peut très rationnellement, très légitimement décider d'en faire un cadre de récit. Et c'est ce qu'on a fait. Voilà. On va reparler de ces différents jalons que tu as évoqués. L'idée, c'est évidemment pas de refaire toute la biographie de César, mais peut-être d'essayer de tirer quelques fils comme ça, quelques enseignements. Et donc, on est rejoint par le dessinateur, Neville. Bonjour. Bonjour. Donc, Neville, tu as dessiné à la fois cette bande dessinée et aussi le storyboard de la série dont on a parlé sur Canal. Oui, justement, exactement. et on parlait des sources. Donc, Alfred évoquait les sources écrites. Toi, de quoi tu t'es inspiré pour dessiner les personnages, les lieux, les uniformes, etc. Alors, il y a quelques... pour les visages, j'ai quelques sculptures qui existent. Après, par exemple, c'est beaucoup les hommes qui ont été sculptés. Donc, pour les femmes, je me suis inspiré des représentations que j'ai pu trouver. Alors, ça peut être les Cléopâtre, par exemple. Il y a le film de Mankiewicz, qui est une source, notamment pour les costumes, par exemple, pour les décors, certains décors. Et après, il y a... Alfred, qui a beaucoup travaillé sur le sujet, m'indiquait certaines choses, notamment qu'il y avait très peu de moustaches. Chez les Romains, il y en a peu qui avaient qu'une moustache, donc c'était soit des barbus, soit des imberbes. Donc, ce genre de choses. Par exemple, j'avais fait des personnages chauves, et c'était pas possible, en fait, parce que sinon, comme il y avait très peu de chauves, s'il avait été chauve, en l'occurrence, ça aurait été indiqué dans les sources écrites. Donc, c'est le genre de choses que j'ai modifié selon ce que me disait Alfred, entre autres. Et d'ailleurs, César était très gêné par sa calvitie, et donc il était très content qu'on lui donne à un moment l'autorisation de porter sa couronne de laurier. Exactement. C'est Cicéron qui est une peau de vache qui dit ça. Ouais. Il dit le seul honneur dont il était fier, les autres, demi-dieux, tout ça, il était content, voilà. Mais ce dont il était vraiment content, c'est de pouvoir mettre la couronne pour cacher sa calvitie. D'ailleurs, on a fait en sorte que ses cheveux disparaissent au fur et à mesure avec l'âge, au fur et à mesure de l'album pour arriver à l'état final. On va planter peut-être en quelques mots le décor. Donc Jules César naît l'an 100 avant notre ère, avant Jésus-Christ. À quoi ça ressemble la Rome de l'époque, notamment en termes d'organisation politique? Et lui, de quel milieu vient-il? Il est pauvre, il vient d'une famille aristocratique, mais pauvre. Il est né dans... Il est fauché, en fait. Exactement, et très pauvre. Il était atteint de malaria, notamment, jeune. Enfin, c'est en tout cas ce qui est déduit par les sources. Et donc, il a d'autant plus de mérite d'avoir réussi ce qu'il a réussi. Non, oui, exactement. Donc, c'est la fin de la République romaine. La République va mal. C'est vraiment en déliquescence. En fait, Rome est en crise de croissance. C'est pas tellement que les institutions sont pourries. En fait, elles fonctionnent quand même assez bien. Elles fonctionnent presque trop bien. Et du coup, Rome a beaucoup grandi et a commencé à conquérir à peu près toute l'Italie. Enfin, a conquis toute l'Italie. Et puis, il y a déjà des provinces en Andalousie, en différents endroits. Et ça crée un déséquilibre de puissance entre les familles militaires et patriciennes et les autres familles. Et notamment, ça appauvrit en fait la paysannerie. Du coup, il y a de l'exode rural, et du coup, l'exode rural arrive à Rome, et du coup, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui un lumpenprolétariat qui s'installe à Rome, c'est-à-dire qu'il y a 800 000 personnes au moins dans la ville, et beaucoup, en fait, n'ont plus d'emploi, et vivent, en fait, de prébendes des riches qui achètent leur vote. Donc, en gros, ça craque de partout. Et César naît dans ce contexte-là, donc il est effectivement d'une famille aristocratique très ancienne, très prestigieuse, qui vient peut-être d'Albe la Longue, qui prétend même venir de Iule, le petit-fils d'Énée, enfin qui viendrait de Troie, donc les Iuli, la gens Iulia, il viendrait de Iule. Oui, c'est une lignée illustre. Oui, alors c'est plus ou moins mythique, et de Vénus. Donc
Et carrément, ils descendent d'une déesse. Voilà. Donc, comme la haute aristocratie s'invente un peu. Mais en l'occurrence, sa branche de la famille est fauchée depuis plusieurs siècles. En tout cas, ils ne sont pas consuls, ils ont quitté le pouvoir et ils vivent à Subur, qui est le quartier, qui est un quartier quand même, alors pas forcément aussi délabré qu'on pourrait le penser, mais très très dépravé, très mal famé, c'est le quartier de la prostitution, etc. Et notamment, c'est dans les marais, et on sait que César souffre de fièvre carte. Et donc la fièvre carte, comme disait Neville, a priori c'est la malaria. Et donc il y a beaucoup de malaria à l'époque en Italie, et on pense qu'il l'a attrapé probablement dès sa jeunesse. Et donc son père meurt probablement d'une rupture de l'anévrisme quand il a 14-15 ans. Donc ça appauvrit encore la famille, ça l'affaiblit. Mais il y a deux traits qui sont frappants. D'abord, la sœur de son père a épousé Marius, et Marius c'est le plus grand homme de l'époque. C'est un immense général, et il est 8 ou 9 fois consul. Donc c'est l'homme le plus puissant de Rome. Et c'est l'homme du parti Populares, donc c'est l'homme de la gauche, pour prendre un anachronisme. C'est un grand général, mais un grand général populaire, populiste même, et de gauche. Et en fait, César va beaucoup s'inscrire dans le sillage de Marius, qui est vraiment son modèle, notamment militairement. Et il va être protégé par la femme de Marius, donc qui est sa propre tante, donc qui s'appelle Tante Julia, qui est très en avant dans notre BD, et qui va beaucoup parce qu'elle est attachée à la gloire des Julie, c'est-à-dire, et donc par contre, quand Marius va perdre le pouvoir, il va y avoir une guerre civile. Marius va être battu par Sylla, et là, toute la famille va être persécutée. Le cousin germain de César se fait tuer par Sylla, et lui-même, il est trop jeune pour être dans les proscriptions, c'est-à-dire, donc les proscriptions, ça a l'air d'être une punition, mais en fait, il est condamné à mort, et celui qui ramène sa tête en cavale touche ses biens. Donc c'est vraiment une forme de mort assez violente, et y compris de mort sociale. Et César passe juste entre les gouttes. Et alors, quand même, l'autre chose qu'il faut dire, c'est que sa mère, qui est d'une famille quand même assez puissante, et plus, pour prendre l'analogie de droite, les quotas, sa mère ne se remarie pas, alors qu'une femme aurait dû se remarier à l'époque, ça aurait été logique. Et on pense qu'elle ne se remarie pas parce qu'elle se dévoue corps et âme à l'éducation des deux filles. Il a deux sœurs, qui s'appellent les deux sœurs Julia, tout le monde s'appelle Julia. Donc il y a Julia Minor, Julia Major, mais surtout évidemment de Jules, de son fils. Et elle va avoir un rôle incroyablement important dans sa vie jusqu'à sa mort, elle. En fait, il va toujours jouer un peu sur les deux tableaux, c'est-à-dire qu'il y a d'une part sa naissance, et on sait que dans la Rome de la République, la naissance est très importante, c'est quelque chose qui détermine en partie votre destin. D'ailleurs, c'est ce qui va lui permettre après de rentrer en politique, de siéger au Sénat, de rentrer dans la carrière des honneurs, qu'on appelle le cursus honorum, mais aussi, comme il vient de Subur, il va aussi jouer un peu la carte du peuple. Il va toujours être près des préoccupations des peuples, il va être un peu le tribun de la plèbe aussi, et il va toujours d'ailleurs garder un soutien populaire, y compris parmi ses soldats d'ailleurs, dont il partage souvent le mode de vie. Tout à fait, fondamentalement. Alors là, typiquement, vous voyez, là on est dans la zone d'interprétation. Certains historiens, les plus grandes pointures, vont dire c'est un cynique, c'est un populiste, il a fait ça parce qu'il a compris que c'était son levier contre des gens plus riches que lui, contre Crassus par exemple, ou des gens militairement plus réussis que lui, comme Pompée. Et puis d'autres, dont je fais partie, même si je ne suis pas historien aussi sérieux qu'eux, mais je me suis investi dans le personnage, et je m'appuie aussi par exemple sur Christophe Badel, qui est biographe de César, professeur d'histoire latine, et aussi évidemment sur Canfora, dont on parlait tout à l'heure, pense que réellement il était, pour prendre un anachronisme, il était de gauche, et que la notion de vengeance sociale, d'humiliation qu'il a pu connaître dans l'enfance, dans l'adolescence, face à ses familles riches qu'il méprisait, qu'il traitait mal et tout ça, sont une des clés de voûte psychologiques du personnage. Et moi, personnellement, j'en suis convaincu. C'est pour ça qu'avec Neville, on a raconté la BD comme ça. C'est quelqu'un qui cherche à se venger, à prouver qu'il est meilleur qu'eux, à surmonter les humiliations, et c'est un driver, c'est une composante psychologique essentielle de qui il est, de ce qu'il va faire. Et c'est notamment, vous l'avez dit, pour ça, je pense, moi, personnellement, qu'il emporte l'adhésion des légionnaires. Et il y a un épisode qui est très important dans la vie de César, pas forcément hyper connu, mais extrêmement important, qui se passe à Besançon, figurez-vous, Vesantio. Donc c'est au début de la guerre des Gaules. César a battu les Helvètes. Ils se vantent d'avoir fait un magnifique génocide. Il en a tué 350 000 en une journée. Je dis ça ironiquement, mais ce que je veux dire, c'est que c'est les chiffres que lui avance. C'est sidérant, hein. Il éradique tout un peuple en une journée, il s'en vante.
Et après avoir battu les Helvètes, il doit se retourner. Enfin, c'est les Romains, les Gaulois. Alors là, c'est lui qui décrit la scène. Mais c'est les Gaulois en pleurs qui lui demandent d'intervenir. Donc, vous voyez, on est loin d'Astérix. C'est les Gaulois qui lui demandent, en gros, de conquérir le nord de la Gaule. Enfin, en tout cas, de s'y lancer pour repousser les Germains. Arioviste, le grand roi Arioviste, le roi des Suèves. Mais l'épisode est historique. César le raconte, peut-être qu'il l'embellit, mais l'épisode est clairement historique. Ils sont à Besançon, ils vont vers l'Alsace pour confronter Arioviste. Et là, ce soir-là, on entend dans le camp les officiers, enfin les gens qui sanglotent de peur. Parce que les Gaulois leur ont dit, les Germains, c'est des géants, ils sont invulnérables, vous ne pouvez pas les battre, ils vont vous exterminer, vous allez tous crever. Et César le décrit, les officiers font leur testament. Ils envoient leur testament à Rome. Et le lendemain, César convoque ses officiers, le grand carré de Besançon, tout le camp, les officiers, les légions. Il faut savoir que quand il était petit, il avait probablement une voix un peu malingre, un peu fluette, et on se moquait de lui pour sa fragilité physique, son côté efféminé, peut-être un peu bisexuel, enfin efféminé notamment. Il s'épilait, enfin, c'était pas un gros alpha mâle, quoi. Et entre-temps, à un moment, il est allé faire des études de rhétorique on n'a pas parlé, mais c'est très important dans sa vie. À Rhodes, il avait sous Apollonius Melon, donc il a appris la rhétorique, mais probablement aussi une forme d'orthophonie, quoi. Il a appris à poser sa voix, à faire... Bon bref, il se retrouve à Besançon, et là il fait un discours, et il leur dit, écoutez, en gros, messieurs les officiers, rentrez chez vous, j'ai pas besoin de vous, avec vos plumes, votre panache. En gros, j'ai pas besoin de l'aristocratie, j'ai pas besoin de la droite, je schématise. Je suis un homme du peuple, proche du peuple, j'ai besoin que des soldats, des décurions et des centurions, c'est-à-dire le peuple et la toute petite bourgeoisie. Et c'est avec vous que je vais gagner mes guerres, et on va gagner ou on va perdre ensemble. Il leur dit ça, et il dit d'ailleurs, les autres, vous êtes des mauviettes, je prends que la 10e Légion, qui est sa meilleure légion. Et du coup, la 10e Légion, ils sont gonflés à bloc, et ils y vont. C'est les forces spéciales, quoi. Ouais. Et c'est une légion qu'on appelle Invicta. Et le fait est qu'elle n'a jamais perdu une bataille. Jamais, pas une seule fois. Donc même les batailles où ils devaient perdre, typiquement Gergovie, que vous connaissez tous, la 8e charge, alors Dixit César en désobéissant, peut-être qu'il réécrit l'histoire, en fait il a fait une erreur, il les a envoyés. En tout cas, ils chargent à contre-pente, ils perdent, ils sont en train de se faire massacrer, ils frôlent la victoire. Il y a notamment cette scène assez incroyable que décrit César, mais qui est certainement vraie, où les femmes commencent à tendre leur bébé et à ouvrir leur robe en signe de soumission en montrant leur sein, pour pas être égorgées comme tout le monde l'avait été juste avant à Bourges, à Baricoum, qui a été un massacre épouvantable, 40 000 morts, les 40 000 prisonniers qui sont tués, hommes, femmes, enfants. Et donc là, voilà, et donc ils sont sur le point de gagner, finalement ils perdent, et là, dans la pente, hop, la 10e Légion plante son pilum. Vous savez, le pilum était aiguisé des deux côtés, donc ils plantent le pilum au sol, ils font un mur, ils s'écartent pour laisser passer les fuyards de leur rang, et puis la seconde où les Gaulois arrivent, ils baissent le pilum, et plus personne ne passe, quoi. Donc bref, César, notamment avec cette 10e Légion, a créé une relation personnelle avec le peuple. Et en fait, il a cette phrase géniale, et après j'arrête, mais il dit avec des soldats on a de l'or, et avec de l'or on a des soldats. C'est une phrase très cynique, qui parle d'impérialisme, qui parle du besoin de conquête pour s'enrichir, parce qu'il est toujours pauvre, César. Hein. Jusqu'à son dernier jour, il est pauvre. Même quand il est multimilliardaire, il est toujours pauvre, il est toujours endetté. Il a toujours une dette d'avance. Mais ce qui est intéressant avec cette phrase, elle peut parler de l'argent, du cynisme et de l'impérialisme, mais elle peut aussi parler du fait qu'il fait tout le temps de la politique quand il fait de la guerre, et il fait tout le temps la guerre quand il fait de la politique. Et évidemment, il a inspiré Napoléon avec ça et tout le monde. D'ailleurs, on le voit sur le champ de bataille, où très souvent il est magnanime, il gracie ses rivaux, mais avec évidemment une arrière-pensée politique. Là, de ce que tu décris, on a l'impression que c'est un grand meneur d'hommes, un capitaine d'une équipe de sport. Est-ce que c'était aussi un grand stratège militaire ? Et la deuxième question, du coup, aussi pour toi, Neville, comment tu as choisi de représenter ces grandes batailles, les sièges, etc. Est-ce que tu as choisi plutôt des champs larges, ou est-ce que c'était plutôt insister sur les protagonistes au cœur de la bataille ? C'était un peu des deux, en fait. Il fallait quelques vues un peu larges pour se rendre compte de l'ampleur des batailles, effectivement. De toute façon, c'est toujours compliqué de représenter 100 000 hommes qui se battent contre 100 000 autres. Oui, alors c'est entre les plans larges pour installer les situations et puis des plans serrés pour montrer un peu d'épées qui rentrent dans le ventre et de décapitation et ce genre de choses que c'est toujours marrant à dessiner. Quoiqu'on a été assez soft, on n'a pas trop insisté là-dessus. Mais bon, et puis bon, après effectivement j'ai dessiné des collines remplies de corps morts, ce genre de choses pour montrer quand même l'ampleur des dégâts qu'il a pu faire vis-à-vis de ses ennemis, en effet, ouais. Et c'était un génie militaire, Alfred, tu dirais ?
Je suis pas un spécialiste, mais je pense que c'était un stratège assez génial. Il y a plusieurs choses chez César qui sont presque pour nous des banalités maintenant, mais en fait c'est parce qu'il a innové et tout le monde l'a copié après. Napoléon l'a dit, mais aussi par exemple les Anglais, l'impérialisme anglais, tout ça. Alors première chose, ça c'est très spécifique à César, c'est la céléritas. Il est extraordinairement rapide. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui montent à cheval, mais César il fait 100 km par jour à cheval. Vous imaginez, enfin c'est énorme. Et il avait une particularité, c'est qu'il pouvait dire à ses légions de tout lâcher et d'aller presque au trot. Ça lui arrivait à lui personnellement d'arriver quelque part avant le courrier qu'il avait envoyé pour arriver. Donc il allait vraiment vite. Et notamment, il se déguisait, il passait derrière les lignes, il prenait des risques physiques personnels très, très, très importants, y compris une fois qu'il était devenu quelqu'un d'important lui-même. Il était aussi un très bon nageur de combat, par exemple. Ça lui a sauvé la vie pendant une bataille, il savait nager. Il s'est échappé d'une bataille dans la rade d'Alexandrie, il s'est mis à poil, et le phare d'Alexandrie était en train de perdre la bataille. Ils se sont mis tout nus et ils ont nagé pour rejoindre la côte et s'échapper au piège comme ça. Donc première chose, il était très très rapide, la céléritas. Deuxième chose, il savait très habilement se servir des forces auxiliaires. Et ça, il a beaucoup inspiré d'autres gens après. Et c'est lié à la politique. C'est lié à la politique à plusieurs titres. Mais notamment, en fait, il ne considérait pas que les non-romains étaient des débiles, des ignares ou des moins que rien. Et donc, les autres le lui rendaient bien. Donc c'est lié à la politique, c'est lié à l'universalisme de César. Donc beaucoup de ces batailles, notamment pendant la guerre civile, sont gagnées parce qu'il a avec lui des Espagnols, des Allemands, des Gaulois, qui l'aiment, qui le suivent, qui sont parfois un peu des mercenaires, mais aussi qui croient en lui. Et d'ailleurs, leurs chefs vont devenir sénateurs. Et les Romains vont lui reprocher à la fin de sa vie. Il y a un panneau à la fin de sa vie avec écrit « Merci de ne pas indiquer aux sénateurs le chemin du Sénat ». Et c'est un graffiti qui est sur les murs pour se moquer du fait qu'il a nommé tellement de Gaulois sénateurs. Donc les Romains se moquent du fait que les sénateurs sont tellement fraîchement arrivés. Pour le coup, ils ont des moustaches, ils ressemblent à rien. Ils savent pas s'habiller avec une toge et tout ça, parce qu'en fait, c'est des Gaulois, quoi. Bon, bref. Mais donc, c'est quand même important. C'est-à-dire que sa vision politique, sa vision du monde lui permettent d'avoir des troupes que les autres n'ont pas. Et d'un point de vue purement militaire, il a une force que tout le monde lui reconnaît. Alors, c'est un peu plus technique, mais c'est très important. C'est l'usage de la réserve. C'est-à-dire qu'on a parlé de la 10e Légion. C'est quelqu'un qui sait très bien ne pas lancer toutes ses troupes dans la bataille et les troupes lui obéissent. Il a un système de fanion, donc les gens lui obéissent même de très loin. Ses lieutenants lui obéissent même de très loin. Et s'il a décidé qu'il allait attaquer avec telle légion ou telle cohorte, et s'il voit que ça marche pas tout à fait assez bien, il peut envoyer tel autre à telle heure précise. Et il compte sur eux. Et notamment, il y a ce qu'on appelle la manœuvre de réversion à Pharsale. C'est un cas qu'ont étudié les académies militaires pendant 2000 ans, qui continuent d'étudier. Donc il est à 1 contre 3 face à Pompée, qui est considéré comme le meilleur stratège de sa génération. Et il va le ratiboiser entre 8h du matin à midi, c'est fini. Pompée est mort, il a perdu 15 000 hommes, etc. Et donc notamment parce que Pompée, qui a une énorme cavalerie, charge, tombe dans le piège, c'est-à-dire poursuit la cavalerie de César qui est moins bonne, poursuit l'infanterie légère qui est moins bonne, et à ce moment et du coup l'infanterie de Pompée suit la cavalerie, et là en fait la 10e Légion, la fameuse 10e dont on parlait, fait une manœuvre de réversion, c'est-à-dire ils sont comme ça, je ne sais pas comment le décrire pour le podcast, mais ils font une manœuvre à 90 degrés, et paf, ils les prennent sur l'angle, et ils les massacrent. Donc oui, c'est quand même un grand stratège, oui. Et tu t'avais parlé aussi du fait qu'il chargeait à certaines heures, genre à midi, pour que le soleil... Ah ouais, voilà, ça c'est... Merci Neville, ouais, ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est une des grandes découvertes, ça c'est un des grands luxes du documentaire qu'on a fait. On est allé sur tous les champs de bataille de César, tous, toutes les grandes batailles, ce qui n'avait jamais été fait par aucun historien, ou biographe, ou quiconque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu dans plusieurs batailles. Alors d'abord à Pharsale, c'est très étonnant, à Pharsale, au nord de la Grèce, on a appelé le chapitre à cause de ça le soleil de Pharsale, mais aussi à Munda, au sud de l'Andalousie, et sur différents autres sites. C'est que César, à la stupeur de ses ennemis de l'époque, parfois fait quelque chose qui est considéré comme une énorme erreur, qui est, il laisse à l'adversaire le terrain haut, et il accepte une bataille alors qu'il est en bas, il est en aval d'une pente. Ce qui est nawak, il ne faut pas faire ça, jamais personne ne fait ça. Et César le fait. Et il le fait notamment pour attirer l'ennemi dans la bataille, notamment Pompée à Pharsale. Et en fait, ce qui est très frappant, c'est qu'il accepte ce genre de bataille, mais il est toujours au sud. Et quand vous regardez, vous voyez qu'à midi, il a gagné la bataille.
Et en fait, au lever du soleil, le soleil il est à l'est et puis il n'y a pas de lumière. Mais aujourd'hui, dans les manuels de management, on vous le dira toujours, quand vous négociez du business 1, vous mettez dos à la fenêtre. Comme ça, vous voyez le visage de l'adversaire, mais on voit mal votre visage, vous êtes à contre-jour et vous êtes auréolé de lumière. Et on peut imaginer que César avait très bien compris ça, et que c'est pour ça qu'il acceptait des batailles où il était soi-disant en terrain défavorable. C'est parce qu'il disait, je vais aussi jouer sur l'aveuglement que crée le soleil, l'aura, la puissance que me donne le soleil quand il fait chaud. Et on ne peut pas le prouver de façon catégorique, mais moi je l'avance dans le film et dans la BD. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un historien actuel qui est en train du coup d'écrire un article là-dessus, parce que en fait il y a vraiment beaucoup de... Alors c'est pas des preuves définitives, mais il y a des preuves circonstancielles qui vraiment s'accumulent. Et d'ailleurs, très brièvement, Amunda, donc sa dernière bataille, qui est une bataille sanglante qu'il a failli perdre, vraiment il a failli la perdre, et à tel point que, selon son biographe, il a envisagé de se suicider pendant la bataille pour s'éviter à lui-même l'humiliation d'être vaincu. Donc vraiment il a failli perdre. Il finit par gagner, et il finit par gagner parce qu'il repère chez l'ennemi, donc son meilleur ami devenu son pire ennemi, qui est Titus Labienus, qui est le seul général qui soit à son niveau. Titus fait une toute petite erreur tactique, mais minuscule, et au loin. Et lui, évidemment, s'il le voit, on comprend bien l'intérêt d'être dos au soleil. C'est que lui, il voit bien, du coup, c'est bien éclairé en face. Donc, je vous la fais brève. En fait, Titus, qui a toujours été un grand général de cavalerie, qui maintenant est général d'armée, il dirige toute l'armée. À un moment, la bataille est très indécise. César envoie sa cavalerie, donc qui est menée d'ailleurs par Bogude, le mari de sa maîtresse, Onoé, une cavalerie berbère, marocaine, et il l'envoie, et Titus, quand on veut contrecarrer une charge de cavalerie, il ne faut pas être statique, il faut soi-même galoper. Et pour galoper, évidemment, il faut aller un peu plus loin pour que les chevaux puissent prendre un peu d'élan et galoper eux-mêmes. Et quand César voit ça, et qu'il voit que Titus fait ça lui-même, il dit, il vient de se comporter en général de cavalerie et pas en général d'armée. C'est-à-dire, il aurait dû envoyer son N-1 faire ça. Lui, il fallait qu'il reste au cœur de la bataille, puisque c'est le boss. Et il voit ça, et là, il dit, ah, regardez, il s'enfuit. Et évidemment, tout le monde parle latin, puisque tout le monde, c'est une guerre civile. Et il faut se souvenir qu'à l'époque, les ennemis, ils ne sont pas à 10 km, ils sont à 1 mètre. Et du coup, en fait, il répond une fake news. Et lui, il le voit, voilà. Et donc, on peut vraiment penser qu'il se sert de ça, notamment pour gagner. Tu as évoqué Pompée, qui est donc son rival, et d'ailleurs, la guerre civile romaine qui se déclenche en 49 avant Jésus-Christ va opposer leurs deux troupes, et César va poursuivre Pompée. Notamment, il le rencontre en Grèce pour la fameuse bataille de Pharsale dont tu as parlé, mais il va aussi ensuite voyager en Méditerranée, et c'est comme ça qu'il arrive en Égypte, pour le pourchasser, et il découvre que le pharaon Ptolémée l'a fait assassiner, lui apporte sa tête, et c'est en Égypte qu'il connaît Cléopâtre, la sœur de Ptolémée. On va avancer un peu, parce que Cléopâtre, c'est aussi, dans notre imaginaire, l'Astérix et Cléopâtre du film. Et un autre personnage qui fait un peu le lien avec la culture populaire, c'est Vercingétorix, puisque évidemment... César a mené et a gagné la guerre des Gaules, a pacifié les 80 peuples. Il termine par soumettre Vercingétorix à la bataille d'Alésia. Et Vercingétorix, justement, c'est une figure qui est redécouverte au XIXe siècle, qui avait été un peu oubliée au moment où la République veut mettre en avant une espèce d'héritage populaire, les Gaulois par opposition aux Francs qui incarnent la monarchie, donc évidemment on ne s'en réclame pas au XIXe siècle. Et la réédition de Vercingétorix, c'est d'ailleurs la première planche de l'album Astérix et les Gaulois, qui est le premier de la série. Neville et vous, Alfred, qu'est-ce que vous pensez de l'image de Jules César dans la bande dessinée Astérix ? C'est forcément un peu caricatural, puisque c'est le principe de Astérix, c'est que c'est largement caricatural, les personnages sont caricaturaux, ça met en scène les idées reçues qu'on peut avoir sur les personnages. Effectivement, d'avoir travaillé sur le storyboard du documentaire avec Alfred, ça m'a fait découvrir ce que je ne connaissais pas sur Jules César, au-delà de ce que j'avais lu dans Astérix, effectivement. Donc c'est ça qui est intéressant avec notre album là, c'est que on va sous ce qu'on peut en connaître en surface. C'est un peu l'intérêt. Et puis moi je suis hyper fan de Goscinny et Uderzo de toute façon, donc ça. Je parle de la BD parce qu'après il y a eu des adaptations. Oui. Là par exemple dans il y a la série sur Netflix. Il y a la mère de César qui apparaît. Donc mais elle est un peu vieille, elle est un peu acariâtre, et puis elle est décédée bien avant en réalité. Donc c'est vrai que c'est un peu une petite astuce comique, mais c'est vrai que c'est pas le personnage le plus intéressant, je trouve, dans la série de Chabala, mais voilà. L'album, il s'ouvre sur une scène, donc en l'an 44. On est à Rome, on est
dans un dîner. Notre album. Oui, votre album. Ouais, ouais, j'étais ça. chez César. Non. Il y a un dîner où on voit d'ailleurs donc César, Servilia, son amante de toujours, et puis les fidèles. On voit qu'ils mangent allongés. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas quelque chose que tous les Romains faisaient, c'était plutôt les citoyens aisés qui faisaient ça. Et donc c'est à cette occasion où il est entouré de ses fidèles, où on lui dit, mais finalement, ne laisse pas raconter ta vie par d'autres, raconte-la. Et c'est un peu le prétexte du début de l'album. Est-ce que c'est une scène qui a existé et est-ce que finalement ce qui est dit, c'est pas un peu un testament, puisque c'est quelques jours après qu'il va être assassiné? Est-ce que c'est une vraie scène ou est-ce que c'était plus pour le narratif? Je peux répondre sur Astérix ou pas? Ouais, vas-y. Non, je voulais juste dire, c'est quand même un joyau, c'est une merveille, Astérix. Et ok, il y a quelque chose qui peuvent parfois être fausses, mais notamment dans tous ceux de Goscinny, c'est incroyablement bien documenté quand même. Hein. C'est incroyable. Je vous donne un exemple entre mille. Quand Astérix légionnaire, hein, en fait, réellement, c'est la 5e Légion, celle dans laquelle il y avait des Gaulois, qui s'est battue en Tunisie à Thapsus. C'est-à-dire que c'est incroyable à quel point Goscinny et Uderzo sont forts. Et moi, je pense que si notre BD marche aujourd'hui et elle cartonne, c'est aussi parce qu'il y a un imaginaire collectif merveilleux. Et d'ailleurs, le documentaire aussi, hein, sur Canal, qui est porté par Astérix, c'est une chance qu'il y ait eu cette BD qui soit un best-seller mondial, qui fasse un trait d'union entre nous et l'Antiquité. Hein. Sinon, franchement, est-ce qu'on s'y intéresserait? Après, il y a des petits défauts, et d'ailleurs, qui sont, je rebondis pour Neville là-dessus, mais tout le monde a envie de représenter les légionnaires avec ce qu'on appelle des armures en carapace de tortue. Parce que c'est comme ça dans Astérix. Et en fait, c'est un anachronisme. C'est-à-dire qu'en fait, elles apparaissent 150 ans après César. On les trouve sur la colonne de Trajan, donc elles ont imprégné la culture visuelle, notre idée du légionnaire, et donc Uderzo les utilise. Mais bon, c'est pas comme ça qu'étaient les légionnaires de César. Voilà. C'était juste pour répondre, parce que moi j'adore évidemment Astérix. Je pense que peut-être qu'inconsciemment, j'aurais jamais fait cette BD sur César si j'avais pas lu biberonner les Astérix, voilà. Et donc, sur la fin, alors oui, ça c'est beaucoup plus sérieux, oui. Donc effectivement, c'est un détail qui est génial. On sait par Suétone que la veille de sa mort, vraiment la veille, donc le 14 mars 44, il dîne chez Lépide, son chef de cavalerie, c'est-à-dire son bras droit en tant que dictateur. On sait qu'à ce dîner, il y a un tel. Suétone ne détaille pas tous les gens qui sont là. C'est la liberté que nous on a en écrivant une BD. C'est qu'on a rajouté un peu des gens. On s'est amusé à ce qu'ils soient très à table. Et si vous regardez, César est au centre, il y en a 6 à gauche, 6 à droite. Donc on a parodié un peu la scène de Léonard de Vinci, le dernier pas du Christ et tout ça. Et si vous regardez très attentivement, allez, on leur avoue quelque chose pour ce podcast. Spoiler, on a mis les 6 assassins gauche cadre, les 6 good guys droite cadre. J'avais pas remarqué. Ah, voilà, personne ne le voit, c'est un scoop. C'est aujourd'hui, dans ce podcast, que ça sera révélé. Nous, le travail de scénariste, c'est que les gens qui sont vraiment là sont là, et ceux qu'on a rajoutés sont des gens qui très probablement étaient là. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dont on sait qu'il n'était pas à Rome ce jour-là. Sinon, jamais on se serait permis de mettre. Après, on ne sait pas avec certitude si Cicéron était là ou pas, par exemple. Mais on sait que Cicéron était à Rome. Et c'est très probable qu'il ait été là, puisque il était ami de Servilia, là. Servilia, par exemple, puisque c'est une femme, elle n'est pas décrite comme étant là. Mais c'est la belle-mère de Lépide. Et on sait qu'elle a un rôle très important, elle est très autoritaire, elle a beaucoup d'influence sur son gendre. Donc, vu que c'est la meilleure amie de César, hein, et que c'est sa belle doche, il l'invite à dîner. Voilà, s'il fait un grand dîner, il l'invite. Voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a choisi les gens qui sont là. Et le propos du dîner, il est transcrit par Suétone. César dit, ils se mettent à parler de la mort. Alors, pourquoi diable ce soir-là? Est-ce que c'est une prémonition? Est-ce que ça traîne dans l'air? Il y a beaucoup de rumeurs. On sait on a plein de faisceaux de preuves qui nous disent que César savait qu'il allait se faire assassiner. Enfin, qu'il y avait une grosse menace. Déjà, il faisait des rêves prémonitoires. Donc, à l'époque, les rêves étaient très, très importants. Mais bon, on peut aussi imaginer que c'est parce que s'il en rêve, c'est qu'il en angoisse. C'est-à-dire que ça traîne dans l'air. Deuxièmement, il y a eu une tentative, il y a eu un complot. Enfin, la conspiration, c'est beaucoup de monde, hein, quand même. Hein, c'est 40 personnes. Hein, donc, dans de l'eau, est-ce qu'il y en a qui veulent fuiter, tout ça? La preuve, il y en a, puisque le lendemain, 2 personnes différentes vont vouloir l'avertir. Donc, il y a Spurina, le fameux devin, mais qui est un devin très important d'une grande famille étrusque, et qui lui a dit « Méfie-toi des Ides de Mars ». C'est la fameuse histoire « Méfie-toi des Ides de Mars ». Donc, méfie-toi du 15 mars. Alors, est-ce qu'il lui a dit ça parce que effectivement c'était un devin surdoué et qu'il avait des pouvoirs incroyables, ou est-ce que tout simplement il était en train de l'avertir, méfie-toi, il y a une conjuration, et cette conjuration compte agir ce jour-là. Hein, ça, on peut pas trancher. Mais bon, bref, pour toutes ces raisons, l'ambiance est lourde, disons. Est-ce que c'est à cause de ça, ou est-ce que c'est une coïncidence? Mais ils se mettent à parler de la mort. Et là, César a cette phrase où il dit
Je préfère une mort brève, brutale et inattendue. C'est en gros que de vieillir et d'être grabataire. Quand on sait que dans la salle, il y a les conjurés, ils sont là genre, t'inquiète, tu vas être servi, quoi. C'est ça la dramaturgie de notre BD. C'est ce qu'on appelle un récit cadre. C'est-à-dire il y a un récit, qu'on peut appeler un méta-récit, et à l'intérieur de ce récit s'insère un deuxième récit, ou parfois plusieurs. Donc le début de l'album et la fin de l'album, c'est la même temporalité, et tout le milieu, c'est un flashback sur sa vie. Et pour terminer, alors, le livre se clôt par l'assassinat de César. Spoiler. Soit César. Et puis, mais après, alors, son petit-neveu, qui est Octave, va devenir 17 ans après la mort de César, l'empereur Auguste. Est-ce que l'image qu'on a de César aujourd'hui, est-ce qu'elle a été fixée très tôt ? Est-ce que les récits étaient favorables, la géographique ? Est-ce que l'image de grands stratèges politiques, militaires, etc. ont été fixées dès cette époque ? Ou est-ce qu'à l'époque, finalement, son image était plus ambiguë qu'elle ne peut l'être aujourd'hui auprès du public ? Je vais répondre pour Neville déjà visuellement. Oui, visuellement, en fait, dès Auguste, on stylise un buste de l'empereur parfait. Le visage de César devient l'incarnation du pouvoir et donc c'est la perfection. Et du coup, tous les bustes à partir d'Auguste sont gênants pour la représentation de César parce qu'on sait que c'est des traits un peu idéalisés, qui sont d'ailleurs les traits que caricature Uderzo. Donc le nez césarien, enfin en gros, il ressemble à Marlon Brando, quoi. Alors que les 2 ou 3 bustes qu'on a antérieurs à Auguste, dont l'un ou deux d'entre eux sont le buste de Tusculum et il y a celui d'Arles qui a été trouvé. Enfin, il y a 3 bustes dont on pense qu'ils sont antérieurs à Octave Auguste et eux, ça serait le vrai César. Tu peux en parler, c'est sur ces bustes-là que tu t'es appuyé pour... Oui, enfin, tout en gardant l'image d'Épinal qu'on a de César. Si son visage était très différent, j'aurais pas utilisé le visage le plus réaliste. Il faut quand même qu'on reste dans des catégories que le lecteur retrouve. Notamment ce qu'on disait avec le Cléopâtre, on a une image de Cléopâtre qu'il faut garder dans l'album, sinon on va perdre le lecteur, c'est pas non plus l'idée. Mais par contre, en termes de texte, pour répondre à ta question, non, il n'est pas idéalisé. Et c'est même l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'historien objectif, mais surtout à l'époque, donc les gens qui ne l'aiment pas, au contraire, et ils sont très utiles pour nous aujourd'hui, mais au contraire, eux, ils noircissent le tableau. C'est pas genre, il est gentil, il a tout fait bien, au contraire, c'est un monstre et tout. Donc par exemple, Lucain, quand il écrit La Pharsale, Lucain n'aime pas, il appartient pas au parti politique de César, donc lui, au contraire, il noircit le trait. Du coup, on a au moins 2 versions, on a des versions contradictoires, ça c'est intéressant. Et aussi, vous avez des historiens, notamment Plutarque, mais après, un tout petit peu après, qui ont accès à des documents qui ont disparu aujourd'hui, notamment Asinius Polion, qui était un très grand ami de César, qui a écrit La guerre des Gaules aux côtés de César, et au moment de la guerre civile, il lui a dit « Attends, là, tu déconnes, tu vas trop loin ». Mais du coup, ce récit-là, très objectif, qui disait ce qu'il avait bien fait, pas bien fait, qui a disparu, mais les historiens sur lesquels nous on s'appuie, eux avaient accès à ce texte. Donc on a quand même un portrait très nuancé de César. Je vous remercie en tout cas tous les deux d'être venus nous en parler, nous donner, nous éclairer. Je rappelle le titre de l'album, c'est Moi Jules César, avec Alfred de Montesquieu au scénario et Neville au dessin. C'est paru, c'est à la réédition. Et Vera Notero à la couleur. Je crois qu'il marche pas mal. Oui, ça marche vachement bien. Donc, je ne sais pas si l'éditeur va vous payer, un voyage au César Palace à Las Vegas pour claquer un peu l'argent. Non. J'aurais d'autres priorités que ça, si on pouvait. Ok. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci au public d'être présents si nombreux. Et quant à vous, chères auditrices et chers auditeurs, je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain numéro. À bientôt.